ma part, je demanderais comment on en vient à dégager ce qui doit être de l'enjeu public. Je reviens toujours à ma question de l'enjeu public parce qu'on est dans l'espace public, on se dit que chacun a la liberté d'expression, chacun a la possibilité d'agir. Mais comment on vient à décider que telle question doit être considérée comme une question d'enjeu public? Moi, j'aurais le réflexe de penser tout. Tout est une question d'enjeu public, ou potentiellement d'enjeu public. Même des questions de vie privée peuvent être des questions d'enjeu public, que ce soit je sais pas, les mauvaises consommations de certaines personnalités publiques ou des comportements tendancieux de certaines personnalités publiques. C'est du domaine privé. Or, on décide d'en faire quelque chose de public. Donc là, il y a le rôle des médias. Moi, je prends pour acquis que tout a le potentiel d'être public. Il faut juste que tu sois prêt à gérer ça quand ça apparaît. Peut-être que la question aussi, c'en est une de qui décide ce qui est de l'ordre de l'enjeu public. Ça nous ramène un peu à ce qu'on disait tantôt, c'est-à-dire qu'il y a différentes façons, différents modèles d'interaction. Si on vient au modèle d'interaction, on en prend trois, celui de, disons, de l'information, de l'éducation. Un qui parle, puis l'autre qui reçoit. On avise les personnes que les enjeux publics sont ceci, cela. Ou on a la question du débat, parce que les enjeux publics, c'est vraiment de l'ordre du débat. On peut facilement débattre autour de ce qu'on a en moins 1, 2, 3. Ça nous rappelle un peu la hiérarchisation que vous avez faite des idées qui ont été soumises. Ou encore la question de la coproduction. C'est-à-dire qu'on est hors du débat. Parce que quand on est dans le débat, l'idée, c'est de convaincre, d'en venir à un consensus qui est, dans le fond, l'issue d'un rapport de pouvoir, de plusieurs rapports de pouvoir. T'sais. Le consensus, c'est un peu un dissensus caché. Puis il y a le dernier, qui est la coproduction, c'est-à-dire, assoyons-nous ensemble. C'est sûr qu'on ne retiendra pas tout. On pourra dire pourquoi on n'a pas retenu, puis on pourra dire, honnêtement, par transparence, oui, on a rejeté telle proposition, on a considéré que, par les temps qui courent, ceci, cela. Je ne donnerai pas d'exemple trop facile, mais on voit que la question disons, des agressions, disons, sexuelles et autres, c'est devenu un enjeu depuis un mois, là, au Canada, entre autres. Mais ça, là, vous voyez, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas envisagé il y a 2 mois. Et donc, la question de la coproduction me semble intéressante ici, puis ça nous ramène vraiment à votre processus, c'est-à-dire qu'ensemble, on a une conversation qui n'est pas nécessairement un débat, qui peut constituer des débats par moment, mais qui est une conversation où on dit que faisons-nous ensemble. Ça vient un peu à la question de la médiation, dont on parlait tantôt. Il y a eu une discussion là, je me suis dit qu'elle était fascinante, puis en même temps, je me suis dit, on rentre dans une autre époque. Vous étiez en train de défendre les journalistes scientifiques. J'avais envie de demander, mais lesquels? Il y en a de moins en moins. De moins en moins de journaux. Puis je le déplore, mais c'est un constat. Alors on peut se demander, bon, comme vous le demandiez, est-ce que les scientifiques peuvent jouer un rôle plus actif pour éclairer le citoyen, pour démontrer c'est quoi les critères de vérité? Mais j'ai envie de demander ici aussi, mais quels scientifiques? On sait que ceux du fédéral, notamment, sont bâillonnés de plus en plus. Alors, il reste les citoyens et les scientifiques qu'eux peuvent aller chercher eux-mêmes, hein, comme dans le cas du Moilou, où la parole scientifique, elle est encore valable, mais on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle s'impose de soi. Je pense qu'on ne peut plus compter sur une médiation experte qui va décider pour tout le monde c'est quoi les enjeux publics. Ça doit émerger de cette discussion-là, qui est de plus en plus complexe, qui utilise de nouveaux médias constamment. Je pense que c'est... Ouais. De plus en plus nécessaire aussi. Oui, puis comme vous disiez tantôt, il y a les deux modèles qui sont superposés pour un bout de temps. Là. Mais en quelque part, on rentre dans une nouvelle période, je pense, où ce qui va déterminer si c'est danger public ou pas, ben, c'est comme vous avez fait. Il faut s'imposer et dans les médias sociaux, et aux médias traditionnels, et aller chercher l'expertise scientifique. Oui, je veux juste ajouter peut-être quelque chose sur le fait que je pense que l'enjeu public, c'est difficile à définir, mais je pense que si on se met dans la tête de ceux qui imposent en ce moment, comme on disait beaucoup, les enjeux publics, c'est sûr que les médias sont un incontournable. Je pense que se pose la question souvent, est-ce que ça intéresse beaucoup de gens? Est-ce que, enfin, ils se mettent dans la position du citoyen?
Mais je pense que ce qui est intéressant, comme on disait, c'est que de plus en plus, on a la capacité en tant que citoyen, puis on le voit, d'imposer les enjeux qui nous sont chers et de brasser peut-être un peu ces rapports de force traditionnels. Je vais juste amener un autre élément que je n'ai pas parlé dans ma présentation, mais on a parlé beaucoup notamment, monsieur parlait notamment le mouvement nationaliste, par exemple, qui autrefois canalisait toutes les aspirations d'une population. Puis là, on voit qu'on met, enfin, les enjeux dont j'entends parler, ce sont des enjeux plus sectoriels, ou les droits de scolarité, là, on parle du pipeline de TransCanada, les agressions sexuelles, mais moi, juste une réflexion que j'ai eue suite à la grève étudiante, je me suis demandé un peu qu'est-ce qui explique la forte popularité d'enjeux publics comme ceux-là, versus, par exemple, les partis politiques qui, eux, sont en perte incroyable de popularité, qui ne réussissent pas à mobiliser les gens. Et même si pourtant les citoyens, je ne pense pas qu'ils moins, je pense qu'au contraire, les gens sont très mobilisés aujourd'hui, mais les partis ne les mobilisent pas. Et une de mes théories, c'est que j'ai juste constaté que je pense que c'est plus facile d'adhérer à un mouvement ponctuel, comme celui des droits de scolarité, comme celui de TransCanada, comme d'autres choses. Je pense qu'aussi la société, bien sûr, nous a façonnés. On va au magasin, on veut prendre la paire de chaussures qui est exactement comme on veut acheter l'ordinateur qui nous représente, on veut acheter la marque d'eau qui nous est chère. Et je pense qu'on a un peu la même attitude, malgré nous, par rapport aux mouvements sociaux. C'est-à-dire que c'est facile d'adhérer aux droits de scolarité, par exemple. Même à la limite, tu peux être de gauche ou de droite, mais dire ça, j'achète, ça, je le prends. C'est facile, tu participes à une manifestation, si la prochaine, tu n'as plus, tu t'en retires. Tandis que le parti politique ou le mouvement national, le nationaliste, peu importe, là, c'est plus flou, c'est plus difficile à cerner et ça nécessite un engagement à long terme qui est complexe, qui est plus difficile à circonscrire. Et d'accepter certains aspects d'un programme avec lequel on est tellement d'accord. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais ou que c'est bien, mais je pense que ça explique aussi le succès des fois de mobilisation plus ponctuelle, ciblée sur certains enjeux, et la difficulté qu'ont des organes, comme même les syndicats à la limite. Les gens, je pense, vont adhérer à une des causes syndicales, mais parfois certains vont être critiques ou vont avoir plus de difficultés à s'impliquer dans l'organe syndical en soi. Mais en même temps, c'est qu'on vit dans l'ère numérique fait en sorte notamment que les grands narratifs s'écroulent assez rapidement. C'est-à-dire le nationalisme québécois, tel qu'il a été articulé pendant longtemps, ben, il ne lève plus, il ne mord plus, il n'amène plus un engagement. Là, je ne porte pas un jugement là-dessus, mais je pense que c'est relativement clair. Même affaire, tu sais, tous les grands narratifs, même en politique américaine, tu regardes ça, les grands narratifs, ça ne tient plus debout. Les partis politiques sont rejetés du revers de la main, sont systématiquement dans les acteurs les moins crédibles dans l'opinion populaire. Puis en plus, les taux de participation sont plus ou moins présents. Donc les grands narratifs ne mobilisent plus. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se mobiliser? Ben, on s'accroche à des choses plus ponctuelles, plus sectorielles, plus des enjeux spécifiques, qui nous donne l'impression qu'au moins on peut avancer sur un dossier. Je pense qu'il y a là le problème de sentiment de ne pas sentir, d'être insatisfait dans l'avancement de quoi que ce soit, juste l'avancement. On peut passer d'un acquis à un autre et construire quelque chose. Là, Bref. Puis là, je sais pas qui dirige là. Mme Martel avait une question. Après, Je regarde ça très court. Puis le déclin des grandes trames narratives et des institutions qui vont avec. C'est les institutions. C'est les deux, c'est lié, c'est ça. À partir du moment que les grandes trames narratives ne sont plus là, il faut que l'institution arrive à fédérer autant d'intérêts. C'est lié, souvent on déplore parce qu'on se rappelle des bons vieux jours, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi un côté, une perte de naïveté là-dedans aussi. Je veux dire, en 68, tout le monde était dans la rue, puis c'était le party, puis c'était pas difficile de manifester, c'était comme dans la deuxième phase du printemps arabe, il fallait y aller. Mais le langage était vague. Hein, on allait faire la révolution, puis tout le monde allait être heureux après ça. Hein, les femmes, les gays, les ouvriers, tout. Il y avait un peu, je ne dis pas que tout le monde était naïf, là, mais en quelque part, c'était la révolution. Tu sais. Puis là, à un moment donné, les femmes, dans les années 70, se sont mobilisées à l'extérieur des instances de gauche et nationales, parce que personne ne parlait pour elles. Et le mouvement environnemental a pris son autonomie parce que la gauche n'y accordait pas assez de place, en général. Ça
cette atomisation-là, c'est aussi ça. Hein? Un développement d'expertise chez des trams de la population qui n'achètent pas le gros package, mais qui sont quand même mobilisés, qui sont quand même experts. Je pense, un petit commentaire, puis après je reviens à la problématique du cours parce que vous m'en donnez l'occasion. Pour travailler en communication politique, là, le plus grand atout de la parole citoyenne, c'est, je me fais penser à la Révolution tranquille en ce moment. On met le clergé dehors, là, ce dogme-là, là, on n'en veut plus. Et depuis quelques semaines, avec les étudiants du cours, je sens bien le politique, on n'en veut plus. Les institutions, on n'en veut plus. Puis il est drôlement important à ce moment-là que les citoyens occupent cet espace-là. En tout cas, moi, je demeure très optimiste parce que les citoyens l'apprennent de toutes les manières possibles en fonction de ce qu'ils sont. Là, vous venez de me... écoutez, la problématique du cours de la CFAN, c'était une proposition pour... Si vous avez lu le baratin que je vous ai envoyé quand je vous ai invité, c'était de nous donner l'occasion, comme chercheurs débutants, 2e, 3e cycle, de reproblématiser ce qu'est la parole publique à l'heure où tout est en changement. À l'heure où on ne sait plus si la télévision, même, enfin, je pense qu'elle est encore pas mal là, que c'est un aller-retour avec les autres médias, mais c'est quoi la parole publique? C'est un département de communication publique ici, là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Vous êtes là, vous avez une expérience extraordinaire, tous les 4, je pense que c'était complémentaire, merci, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, ça me donne le goût d'écrire un livre avec vous autres, d'ailleurs, ce sera le cas. Je fais quoi avec mes étudiants les 10 prochaines années? Moi, là, quand j'enseigne pas vraiment en relations publiques, mais tu as été interpellée directement. C'est quoi le rôle du porte-parole vis-à-vis des citoyens? Puis c'est quoi le rôle du journaliste quand on fait du transfert de connaissances à l'envers, comme vous semblez le faire? Puis Chantal, c'est du transfert de connaissances de la science vers les citoyens. Lui, c'est des citoyens vers le politique, parfois, ou vers... la médiatisation dans votre expérience, la médiatisation, le cadrage, on fait quoi là, dans les prochaines années? On sac la télévision dehors, on se met sur les réseaux sociaux, on n'interviewe plus les politiciens, on fait du vox pop. Ce que je fais là, ce qu'on va faire avec ça. J'ai l'impression que le cœur de la réponse, c'est dans la coproduction des savoirs. Co-création. Ça m'arrangerait, c'est ma théorie, mais... En fait... Et dans le recul, j'ai senti sur nos pratiques. Moi, je vous ai entendu. Recul. Qu'est-ce que la réflexion? Qu'est-ce que je fais là, dans ma pratique? Là, je m'en vais où avec ça? Peut-être des éléments de réponse à ça. On parlait de grands narratifs tantôt, là, les grandes histoires, les grands blocs de dire voici comment on envisage tel aspect de la société, tel aspect de la société. Ce que ça faisait, ça, c'était de dire voici ce qu'est la distribution du pouvoir et l'exercice possible du pouvoir. C'est une autre façon de voir la politique. Moi, c'est comme ça que je le vois. Pour moi, j'aime bien utiliser la notion de politique comme étant la distribution du pouvoir, l'exercice du pouvoir. Ça veut dire qu'à partir de ça, on peut dire que les gens faisaient de la politique, mais en font encore. Véronique Lalonde, lorsqu'on nous demande pourquoi tu vas faire de politique, elle dit mais je fais de la politique, ce n'est que ça. Autrement dit, j'agis sur la distribution et l'exercice du pouvoir. Donc ça, c'est peut-être un élément aussi envisagé dans la mise en problématique ou la problématisation d'un cours ou d'un champ de recherche ou d'une maîtrise d'un doctorat. L'autre chose qui a été avancée par Michel Caron dans un livre absolument merveilleux, dont vous ferez parvenir peut-être des références, qui s'appelle Agir dans un monde incertain, essai sur la démocratie technique, publié en 2001, mais en 2009 en anglais. Il écrit d'autres affaires aussi intéressantes ensuite, et pendant. Ça dit les institutions actuelles ne sont plus en charge ne sont plus capables de prendre en charge ce qu'on appelle les débordements. On pense à mégantique, on pense à la poussière. Les institutions là, sont soit un peu dépassées, soit pour différentes raisons. Et donc, c'est ce qui rend pertinent l'engagement citoyen. Parce que ces débordements, technoscientifiques ou autres, éthiques, sociaux, politiques, économiques, ont des effets sur les citoyens, des effets qu'on appelle des risques, c'est-à-dire qu'on peut prévoir, planifier, circonscrire, et des incertitudes dont on peut parler après que ça se soit produit, comme mégantique, qui était une incertitude, c'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose qui était
On en parle après, puis on dit « Oh, il y a eu un débordement ». Et donc ça fait partie pour moi d'une problématisation, d'éléments de problématisation qui permettent, par exemple, dans votre champ, à vous autres, de dire ben, qui on est, puis comment on agit, quels sont nos rôles et capacités. Et ça, le recul, c'est aussi ce qu'on appelle la réflexivité. C'est-à-dire être capable d'identifier les fondements, puis peut-être la posture épistémologique, comment on voit les rapports, comment on voit l'écriture, comment on voit le langage, comment on voit... On ne peut pas tout prendre, mais souvent, dans un projet, c'est bon d'avoir 4 ou 5 points, de dire ben, voici comment j'envisage ça. Là. Puis c'est à partir de ça que je déploie ma méthode, etc. C'est que ce sont des... Et puis effectivement, il y a un changement, un glissement de paradigme très fort dans... S'il y a une chose qui ne change pas et qui s'accentue, je dirais, c'est peut-être la toile de fond néolibérale, capitaliste, là, qui ne bouge pas tant que ça, mais tout le reste est heurté, disons, ou déstabilisé. Je ne sais pas si c'est... J'avais une question par rapport à toutes vos expériences. J'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on avait vraiment des angles d'approche très différents qui proposaient des solutions différentes. Puis je vais peut-être relancer un peu sur ces solutions-là en disant comment est-ce qu'on peut s'assurer que la mobilisation citoyenne puisse passer à l'autre étape, c'est-à-dire le niveau de la réalisation de ces revendications-là, l'implication concrète de mesures, parce qu'on voit que souvent le pouvoir est réfractaire face à ce qu'il perçoit souvent comme une contestation de son pouvoir, de ses décisions qu'il a prises, et une remise en cause de sa légitimité. Et donc là-dessus, il y en a qui vont passer en politique, il y en a d'autres qui vont parler de co-construction, mais vraiment, comment est-ce qu'on pourrait aller à une réalisation plus concrète de ces objectifs-là? Ben, il y a souvent différentes façons de le faire. Oui, mais... Entre autres, il y a l'engagement, on est ici, l'engagement des personnes qui produisent des savoirs. C'est-à-dire que moi, ce que je fais, la façon dont j'entends cette question-là, que je pourrais dire que j'agis jusqu'à maintenant, en ce sens-là, c'est de documenter la controverse autour de la pollution métallique et de la faire vivre, de la faire rayonner. Moi, je me suis donné comme mission de la faire rayonner dans la sphère académique, mais aussi plus généraliste, dans les médias généralistes, et puis sous un angle tout particulier, celui de la contribution citoyenne. Mais effectivement, la question se pose. Puis une des réponses ou des critiques qu'on entend souvent, qu'on lit, entre autres dans Science Studies, c'est que très souvent, les études portent sur des engagements citoyens qui ont été appelés par le haut, c'est-à-dire qui ont été organisés par la sphère politique. On a mis en œuvre, voici comme, mais pas très grassroots. Très peu de gens dans l'académie, même partout sur le plan international, vont aller dans la rue comme on le fait, ou comme j'essaie de le faire, pour dire comment ça s'organise, pour voir comment ça... C'est comme si c'était une préoccupation, un objet de recherche qui était moins pertinent, moins facilement portable sur le plan académique. Parce qu'il faut penser aussi que les gens vont dans des congrès, soumettent des propositions de présentation, par exemple dans les trucs internationaux, où on reçoit 13 000 demandes de soumission de propositions, puis on accepte, je ne sais pas, 5 ou 6 000, c'est que ça fait un... Et donc, les gens visent... Mais ça, le documenter ce qui serait grassroots, puis le faire rayonner, c'est déjà, à mon avis... Moi, je compte là-dessus. Des fois, je me dis, ça met de la pression aussi sur les décideurs de savoir que quelque chose a été publié en Australie là-dessus. Moi, je sais que j'ai des collègues internationaux de différents pays on se voit tous les vendredis, lundi sur Skype. Là. Puis, comment ça va? Tu sais, c'est l'intérêt, parce que c'est un super beau cas comme ça. J'aurais un début de réponse. C'est qu'aujourd'hui, quand on parle, surtout dans le milieu de la recherche, la capacité technique de pouvoir analyser des métadonnées, le big data, de plus en plus, on commence à réaliser il existe une intelligence collective, mais il nous faut du gros volume de répondants pour pouvoir produire des tendances, produire des constats. Puis parallèlement à ça, quand on a un processus politique, on a une culture politique qui est très compétitive, même à l'intérieur des partis politiques. Hein, à travers les assos étudiantes, c'est comment on fonctionne. On a une idée, on cherche des adhérents, on propose des amendements, il y a quelqu'un qui va nous bloquer. Bien souvent, la personnalité finit par avoir le dessus sur l'idée. L'idée peut être bonne. Des fois, je vous donne un exemple bien concret. Je suis dans une assemblée politique et il y a une des idées, c'est avec nous au pouvoir, on va se retirer de l'ALENA.
Là, je dis, ben, excusez, j'étudie le droit international de l'environnement, puis il y a une affaire qu'on voit, c'est qu'une province ne peut pas se retirer d'une entente. Mais là, donc, mon expertise, elle est tassée, une certaine idéologie, des a priori, si on pourrait dire, prévaut, et l'idée, elle est inscrite au programme politique, puis c'est une foutaise. Mais comment tu construis ta solution, une réalisation qui va prendre en considération ses expertises dans le processus, puis que ce n'est pas un effet de mode. Tu sais, c'est pas 300 personnes qui finissent par avoir plus raison que les 5-6 qui connaissent vraiment l'affaire. Pour ça, puis là, ça c'est une piste que j'essaie d'explorer graduellement, je m'inspire beaucoup de la discipline du design, ou juste du concept du design qui est rendu dans pas mal de disciplines. Design urbain, design d'interface, design industriel, on peut les nommer. Alors, comment on peut prendre les mêmes principes du design, qui est essentiellement, tu évalues tes contraintes, tu fais des prototypes, tu testes, tu laisses le terrain te donner de l'information, tu peaufines, puis après ça, tu scales. Fait que c'est une mise à l'échelle. Comment on peut prendre exactement ce processus-là puis l'appliquer en politique? Comment on fait pour avoir autour de la table des personnes dont les a priori vont avoir été tassées? Là, je n'ai pas de réponse. Là. Mais certainement, il nous faut un processus où on n'a pas de réponse qui rentre dans la salle, les a priori, donc on n'a pas déjà des solutions toutes pensées, et qu'à travers un certain processus, on est en mesure de faire émerger des solutions où on aura déceler des intérêts communs, des objectifs communs et une réalisation réaliste en fonction des contraintes. C'est vraiment utopique. Je pense qu'on va s'autoriser 2 dernières questions pour conclure la séance. J'aime d'abord beaucoup de la discussion qui est en train de se passer ici, que je trouve très stimulante, puis n'est-ce pas, qui complète bien le cours aussi, là, dans les réflexions qu'on a eues depuis le mois de septembre. J'ai l'impression qu'effectivement, avec la technologie, on est capable de mobiliser de nouveau facilement autour d'enjeux plus ponctuels. Et qu'on ne peut pas s'attendre nécessairement à ce que le citoyen ordinaire qui a une vie et qui a un travail fasse des dizaines d'heures de bénévolat par semaine pour maintenir un intérêt pour un enjeu. Mais on peut le consulter, on peut aller le chercher pour des choses plus ponctuelles. Mais pour ce qui est de la réalisation des objectifs plus grands, il me semble qu'il nous faut encore l'institution pour mener à bien, mener à un terme certains de ces projets-là qui ne se réalisent pas dans l'espace d'un week-end ou d'un mois. Ça ne veut pas dire que l'institution doit être éternelle, mais il doit avoir une permanence et des gens qui ont pour travail principal de réaliser la volonté des citoyens. Et si ce n'est pas l'État qui va le faire directement, eh bien, il faut des institutions qui sont subventionnées ou qui sont financées d'une manière ou d'une autre. Puis on peut faire du crowdfunding, mais je pense qu'il faudrait découvrir une certaine culture de la philanthropie qu'on avait peut-être autrefois au Canada français jusqu'aux années 60, où les citoyens étaient appelés, oui, à être engagés bénévolement, mais aussi à donner de ses sous pour faire avancer une cause et s'assurer de la permanence d'une cause sur la place publique. Il y a différents moyens d'atteindre ça. Autrefois, on le faisait avec l'État-providence. Là, on semble l'abattre à tout prix de ces temps-ci. Il y a peut-être moyen de réfléchir aussi à cette dimension-là de la question pour s'assurer que la participation citoyenne ait une permanence sur la place publique dans cette participation 3.0 qu'on est en train de mettre en place. Marilyn, très rapidement, ta dernière question. En fait, ce qui est souvent revenu dans tout le séminaire, c'est que le leader avait un rôle important à jouer dans la parole publique. Et puis, ce que Léo a dit tout à l'heure, il a parlé de qu'est-ce qui fait que les partis politiques perdent en popularité. Puis, c'est mon humble avis à moi, mais moi, je pense que des leaders comme on a eu dans les années 60, justement, peut-être René Lévesque ou les 70 et tout ça, et Léo a apporté une partie de la réponse, je pense, c'est la passion.
je trouve qu'aujourd'hui, le leader est plus aussi passionné, puis je veux avoir votre avis là-dessus. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas la passion qui rallie les gens, finalement, c'est la cause. Mais ça va pas ensemble, ça? Oui, c'est sûr que ça prend de la passion, je pense, pour rallier les gens. Peut-être une des problématiques aussi, c'est que sans trop s'étendre là-dessus, mais les partis politiques se sont aussi beaucoup professionnalisés au fil du temps. On a très intellectualisé tous les processus de communication, de micro-ciblage de population. Puis les partis politiques ont compris aussi cette game dont on parlait, où les élections se façonnent par enjeu. Donc là, on se pose la question, c'est quoi la ballot question? Puis là, on va cibler la population que tel CHSLD a fermé pour aller contacter les patients puis leur dire que c'est de la faute de l'autre parti. Puis bon, tout ça, je pense, fait en sorte qu'on a perdu aussi un peu peut-être, c'est juste un peu à contre-courant de ce qu'on disait tantôt, mais le big picture aussi. Puis les partis se laissent vivoter au gré finalement des sondages du moment que vous connaissez, que vous avez analysés, puis qui ont leur force et leur faiblesse. C'est aussi l'humeur du moment qui dit, mais cette humeur-là, elle passe. Puis je pense qu'il faut que les partis se remettent aussi, c'est un peu en question. Moi, je pense qu'ils doivent s'adapter aussi, comprendre comment ces mouvements sociaux se structurent. Puis moi, je partage quand même le point de vue de monsieur, puis c'est ce qui m'a amené à m'engager en politique, c'est que je pense que c'est bien beau, les mobilisations ponctuelles, mais je pense que ça prend des institutions qui gèrent la société. Puis je pense qu'il faut qu'il y ait une interaction, un dialogue. Moi, j'ai pas eu beaucoup de temps, mais j'ai tenté avec le petit projet qu'on m'avait confié, qui était de renouveler une politique publique, la politique jeunesse du Québec. Et nous, notre objectif, par exemple, c'était de dire, d'abord, on avait fait le tour de tout le Québec. On s'était associé avec l'Institut Nouveau Monde pour justement essayer d'organiser des rencontres. Et là, on avait mandaté l'Institut de la statistique pour nous faire une recherche, un portrait de l'évolution des 18-24 ans, des années 90 jusqu'à aujourd'hui. Et notre idée, c'était de mettre toutes ces données-là accessibles, créer une espèce de wiki à travers ça et permettre surtout aux gens qui avaient participé à la consultation et aux gens qui étaient juste intéressés de suivre, en fonction des politiques publiques qu'on avait adoptées, suivre l'évolution des indicateurs. Bon, on a ciblé que le suicide était une problématique. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Où est-ce qu'on en est demain? Où est-ce qu'on en est à l'avenir? Je pense que ça aussi, c'est important parce que les citoyens ont une perte aussi souvent d'engagement parce qu'on a l'impression, comme on disait, que le politique vient les consulter, s'en va, on a fait notre clip média, ciao bye, puis rentrez chez vous. Fait que la prochaine fois qu'on vient les consulter, ils disent, mais là, j'ai joué dans ton film une couple de fois. Là. Et, il existe-tu ce site-là? Ben, plus ou moins, parce que, dans le fond, nous, c'était Destination 2030. Sûrement qu'on peut retrouver encore les archives. Dans le fond, on avait mis vraiment système. Les gens pouvaient voter, pouvaient cliquer. Et, sauf qu'on n'a pas pu, on a déposé le livre blanc, mais on n'a pas pu, malheureusement, l'étude de l'Institut statistique existe. On n'a pas pu mettre tout ça là, en format données ouvertes. Mais je pense que ça allait faire maintenant dans le secrétariat à la jeunesse. Mais, enfin, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et je me disais, puis l'État commence, malheureusement, il est toujours en retard là, sur les tendances, mais j'espère qu'un jour, on va être rendu. Je pense qu'il faut éviter d'idéaliser ou de romantiser trop la période des années 70. René Lévesque ne parlait pas au même Québec et Pierre Trudeau ne parlait pas au même Canada que ceux auxquels les gens s'adressent tout de suite. C'est un public plus diversifié, donc tu ne pourras jamais. On ne pourra jamais aller chercher la même ferveur. C'est une ère de communication de masse. On est encore dans la communication de masse, mais plus, 2.0, 3.0, comme disait Serge tout à l'heure. Ce qui concerne les deux interventions c'est Marc, c'est ça. Et Serge, on revient à la médiatisation, mais à une autre médiatisation. On a parlé déjà de la médiatisation par les médias, mais l'État jouait ce rôle-là, a joué et joue encore ce rôle-là de ramener, définir c'est quoi les enjeux publics les plus importants, ce sur quoi on doit travailler tout de suite, ce sur quoi on doit arriver à un consensus. Et donc, ouais, effectivement, on arrive à un engagement citoyen qui est probablement encore aussi grand, mais pour de multiples causes. Et on pose la question, est-ce que ça peut mener vers des mouvements larges, vers un avenir meilleur? Je pense que la bonne nouvelle, c'est que la communication, elle est partout. Tantôt, il y avait des visages découragés dans le public qui disaient ça va mal dans les médias, mais la communication, elle est partout. Les gens écrivent de plus en plus. Puis autant on peut trouver toutes sortes d'années et de bêtises sur Internet, autant on trouve vraiment beaucoup de discours critiques sur Internet, sur toutes sortes de sujets. Comment ça sera canalisé vers un autre projet de société? Ben, je vous dis merci au nom du CEPA, merci de nous avoir permis d'aborder la question de la citoyenneté d'une autre manière, autre que théorique,
On retient aussi de ces séminaires que être un bon citoyen, c'est aussi quelque part être ce scientifique-là qui garde la mémoire historienne, être aussi ce scientifique-là qui essaie d'éduquer la population. Il y a aussi ce rôle de l'acteur concret qui essaie par les médias sociaux de s'investir et aussi celui-là même qui ira jusqu'à négocier avec les politiques pour pouvoir avoir des actions concrètes. Merci encore et puis je vous souhaite à tous un bon après-midi. Merci. Merci de l'invitation.